Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui on va revenir sur la question du bien-être à la maison. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour harmoniser les lieux, pour se sentir mieux chez soi, pour se sentir mieux tout court aussi, parce qu'il ne s'agit pas que d'un lieu, hein. Une maison c'est aussi avant tout finalement un petit peu comme un véhicule, un corps. Et alors pour ça j'ai un invité que vous ne connaissez peut-être pas encore. J'avais envie de lui rendre hommage. J'ai découvert ses vidéos sur YouTube il y a à peu près un an de ça. C'est François Breton. Comment vas-tu François? Bonjour. Bonjour Alexis. Bien, très bien, merci. Alors tu en as à ta première interview, bien que bientôt tu vas donc passer sur la chaîne Tistria, je pense, très bientôt aussi. Donc ça c'est génial. Voilà, justement c'est un petit peu ça qui est le but finalement d'Internet, c'est de pouvoir se faire connaître l'un et l'autre. Alors toi, tu as donc mis une technique au point, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà parlé sur la chaîne, avec Alain Fournier notamment, Axel et Emmanuel de Win, par rapport à l'habitat, par rapport au mieux-être chez soi. Toi, tu as vraiment mis une technique, ça tombe bien pour la rubrique Envolée holistique, donc qui s'intitule l'holosynergie. Alors, toi, François, comment est-ce que tu en es venu à ce constat que finalement un lieu, c'est aussi donc par rapport je veux dire, par rapport à soi-même, si le lieu est chargé en histoire ou si le lieu ne te va pas au niveau, disons, émotionnel. Voilà, comment est-ce que tu as fait, disons, cette espèce voilà, d'étude holistique par rapport au corps finalement et à l'habitat? Eh ben, écoute, c'est une très très bonne question. Je pense qu'en fait, pour mieux comprendre en fait ce que c'est que l'holosynergie, pour mieux comprendre en fait un petit peu la méthode, en fait, c'est pas vraiment une méthode et une technique, bien qu'elle ait été mise au point avec une certaine structure. Hein, c'est avant tout une approche dans le sens où c'est un partenariat et une collaboration donc avec les forces de la nature. Et qui demande quelque part une relation profonde quelque part avec le divin, quelque part le cœur des choses. C'est pas du tout une approche des méthodes on va dire très pragmatiques avec radiesthésique ou autre, dans lequel on va par des taux vibratoires et une certaine reconnaissance de connaissances techniques géobiologiques à faire le compte rendu ou une analyse d'un lieu. Absolument pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Mais peut-être que pour mieux comprendre un petit peu ce que c'est que l'holosynergie, c'est quelque chose qui est né donc suite à des prises de conscience, on va dire, des prises de conscience qui sont faites donc sur plusieurs années, comme la plupart de toute façon des techniques, des personnes qui mettent au point certaines choses. Je veux dire, ça sort pas du chapeau généralement. Quelque chose, il y a une œuvre de maturation qui se fait par rapport à l'expérience de chacun. Voilà, moi j'ai en fait un petit peu donc c'est quelque chose de ce fait qui ne vient pas d'une formation, qui n'a pas été enseigné par quelqu'un. C'est pour ça que c'est bien que j'explique un petit peu en amont un petit peu comment c'est né. Donc l'holosynergie en fait c'est voilà, moi j'ai commencé en fait j'ai été passionné en fait de tout ce qui était les sciences initiatiques depuis très jeune, même à 14 ans, 15 ans, c'était des choses vraiment qui me passionnaient beaucoup. J'étais quelqu'un qui était un petit peu réfractaire un petit peu au système, à ce qui était un petit peu enseigné quelque part au niveau sociétal, et on va dire j'ai voulu faire ma propre expérience de la vie, donc je suis parti en fait très tôt sur les routes. J'ai voyagé beaucoup un petit peu partout dans la France, en Afrique, même en étant mineur, et j'ai vécu 1 an et demi dans une grotte. J'étais encore mineur à l'époque, dans la forêt, dans les bois. Et avec un ermite en fait que j'avais rencontré. Donc ça s'est fait une petite grotte qui était à presque 1 jour de route à pied, de la première petite route dans laquelle pouvait monter une voiture. Vous voyez, c'était vraiment à la frontière espagnole. Et par la suite, donc là j'ai vécu vraiment une initiation qui était profonde, une relation à la nature qui était voilà, c'était quelqu'un qui était quand même initié. Qui venait des montagnes afghanes, qui s'était exilé un petit peu en France suite à plein d'histoires. Je vais pas raconter l'histoire parce que c'est pas le but, mais voilà, pour moi ça a été une initiation qui était forte, parce que je recherchais ce contact à la nature aussi, cette capacité d'être en reliance, mais pas une reliance de je sors dans mon jardin, je regarde mes tulipes ou je bêche mon potager. C'est quelque chose en tout cas un petit peu peut-être beaucoup plus extrême.
Mais voilà, de ce fait, j'ai vécu un petit peu là-bas dans les bois, donc presque en autarcie en fait avec lui. Hein, donc ça a été quelque chose d'assez éprouvant, même pour moi à l'époque, qui sortait pas du tout qui venait pas de ce type de vie-là, hein, parce qu'on se réveillait très tôt, on se réveillait à 5h, 4h30, 5h du matin. Hein, et il y avait vraiment une discipline en fait chez lui. C'était quelqu'un qui était déjà initié par des pratiques plus soufis. Donc on se réveillait tôt le matin et il y avait les ablutions dans la rivière. Il y avait j'étais initié à certaines choses en fait. Ça a commencé un petit peu comme ça ou en tout cas mon aspiration m'avait amené à le rencontrer. C'est intéressant. Et par la suite, je suis donc remonté en fait parce que j'habite à Bretagne. En fait, j'ai passé plus de 20 ans de ma vie en Bretagne. François Breton, d'ailleurs. Généralement, les Bretons viennent pas de Bretagne, tu sais. Généralement, quand on s'appelle Breton, c'est que, tu vois, on vient d'ailleurs, donc c'est qu'il y a eu un... Enfin, voilà. Et donc, voilà. Et là, j'ai repris, on va dire, des études de paysagiste, hein, de jardinier paysagiste, parce que justement, en fait, après avoir vécu des années hors du système, il me semblait important à un moment, enfin, du moins, il y avait une maturité qui s'était faite, qui était prêt, en tout cas, à accepter, à vivre ce que j'étais, ce que j'avais trouvé, de ce que j'avais vécu en tout cas en moi-même, et prêt à le vivre dans le système. Hein. Donc je suis remonté, sur mes coups de je sais plus 7h30, 18 ans, quelque chose comme ça, comment recommencer en fait des études que j'avais laissé tomber, et de passer en fait à un diplôme, à un BP travaux paysagers. Hein, et paysagiste, et donc j'ai travaillé un petit peu au début un peu pour différentes boîtes, même avant de faire ça, un petit peu pour voir si c'était plus le maraîchage, le paysagisme, etc. Et puis j'ai fait ça. Et à la fin, après avoir fait ça, en fait, donc là il y a vraiment une passion pour le végétal qui est née, hein, véritablement, parce qu'après je suis devenu je dévorais tous les livres de botanique, de choses. C'était quelque chose qui me passionnait véritablement. Hein. Et c'est une époque où je commençais en fait vraiment à faire la relation entre le végétal, la conscience. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui commençait à se faire. Et ça a été une époque où j'ai commencé, et là ça a été un petit peu une grâce, ça a été vraiment la première initiation, presque la deuxième, mais pour moi c'est presque la première, celle qui m'a fait rentrer un petit peu dans le monde énergétique, parce que depuis très jeune en fait j'étais passionné par ça. Et vous savez, j'étais un petit peu comme le jeune ado, tu sais, qui rêve de rencontrer le maître ou la personne un peu, qui l'initiera, tu sais, comme, vous savez, tous les petits jeunes, quand on est pré-ado et on regarde Karate Kid ou des choses comme ça, tu sais, et on voit le vieux avec la petite moustache qui nous accueille, qui nous initie, tu vois, un truc comme ça. Alors là, c'était pas du tout ça. J'avais fait avant ça dans ma grotte, mais c'était des amis d'enfance en fait qui étaient initiés donc par un chaman et qui m'ont enseigné, qui m'ont appris des techniques initiatiques et qui m'ont accompagné en fait pendant quelque temps sur des techniques vraiment très 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 efficaces, hein, des techniques épurées, on va dire, des différents dogmes sectaires, traditionnels et autres, hein, des techniques physiologiques qui développent en fait les facultés, on va dire les capacités subtiles, hein, développement de la clairaudience, clairgustation, clairvoyance, clairinformation, etc. Et alors bien que j'avais déjà une sensibilité, hein, je vais dire une sensibilité parce que c'est quelque chose qui est pas j'ai pas envie de dire comme certaines personnes que depuis tout jeune je vois ceci, je vois les entités, parce que en fait j'étais déjà très très sensible, mais je pense pas que c'était le cas à ce point-là. Même si je percevais des choses, j'étais pas dans cette optique-là à déjà vivre des choses que je ne savais pas que je vivais. Enfin voilà, comme certaines personnes peuvent le témoigner. Moi, il y avait vraiment une aspiration, on va dire, à ouvrir véritablement les portes de la perception. C'était mon truc. Il fallait que j'ouvre, et je savais depuis très longtemps que ce monde ne me convenait pas, ce monde de la forme que je percevais, cette limite liée à ma perception était quelque chose qui était tellement, je vais pas dire vide, limité, presque, je vais pas dire superficiel, parce que ça reflétait ce que j'étais, en tout cas comment je me percevais sûrement, mais quelque chose qui était, qui devait être ouvert, et il y avait quelque chose de bien plus grand à découvrir derrière. Hein. Bien que je pouvais pas mettre le mot dessus, donc au début, mon ambition était en tout cas inspirée, on va dire, par cette découverte des mondes subtils et d'une ouverture de mes facultés. Et donc j'ai pratiqué, on va dire, ces exercices, donc qui étaient, on va dire, des exercices de marche initiatique, de souffle, de mantra, de balancée, de giration, de fixation lumineuse, de concentration aussi. Visualisation et autres, beaucoup, en fait, j'en ai fait beaucoup, à tel point que j'ai peut-être
J'étais peut-être pas excessif, mais en fait j'en ai quand même fait beaucoup. Je sais que sur une période entre 10 et 15 ans, parce que ça fait plus de 20 ans que je médite et je fais des techniques initiatiques, on va dire j'ai fait presque 12 ans à plusieurs heures de technique par jour, voire entre minimum 2 heures, de 2 à 5 heures par jour à peu près. Et je me prenais des fois mes week-ends pour ça, et puis des fois des semaines entières où je partais dans la forêt avec mon sac. Enfin voilà, c'est quelque chose, j'étais vraiment passionné. Tu vois, comme certaines personnes peuvent être passionnées de sport, de foot, d'autres de vêtements ou de mode. Voilà, moi c'était vraiment les techniques initiatiques. Donc il y avait voilà cette ouverture. Et donc peu de temps après, donc en fait qu'il y a eu cette fin de diplôme, où j'ai eu mon diplôme et j'ai pu partir après un petit peu. Je suis parti donc en Amérique du Sud. J'ai pris un aller simple pour Rio de Janeiro, Brésil, et je suis parti comme ça, traverser l'Amérique du Sud à pied et en stop. Là encore, j'avais encore soif de voyage, il y avait encore des choses à découvrir en moi véritablement que je voulais. Il y en a encore d'ailleurs, il y en aura toujours. Mais voilà, en tout cas, j'avais cette aspiration-là en fait de continuer le voyage. Et je suis parti à peu près, j'ai dû mettre à peu près plus de 1 an et demi, 2 ans, un peu plus de 2 ans, je crois, pour traverser, parce que ça a été long, parce que je traversais le Brésil, la Bolivie, une partie de l'Argentine, et ensuite je suis remonté Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie. Voilà, donc c'était un voyage qui était très très enrichissant. Et pareil, donc là j'ai pu aussi vivre des initiations un petit peu au Pérou, dans les montagnes boliviennes, avec des chamans, en Amérique du Sud aussi, dans les forêts amazoniennes, et voir aussi les limites, comment dire, les choses ou les images ou les références à laquelle j'aspirais au début, aux choses que j'imaginais aussi de tous ces mondes-là, tu vois, et de le voir de vrai, rencontrer vraiment des personnes qui étaient vraiment initiées, des gens qui vivaient dans la forêt, qui étaient vraiment chefs de tribu, qui étaient chamans depuis leur naissance, etc. Et de voir aussi, ce qui est intéressant, de me rendre compte aussi des déséquilibres aussi et du manque de discernement aussi de ces personnes-là, de voir aussi les dérives, etc. Et de voir aussi, je le répète avec limite, mais c'est vraiment le mot qui me vient, tu vois, les limites en fait liées au développement des capacités subtiles et véritablement à une réalisation spirituelle qui n'est pas du tout la même chose. On en parlera, je viendrai un petit peu là-dessus parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui est important en tout cas de partager. Et donc voilà, donc je suis parti vivre tout ça, je me suis même... Comme je dis souvent, je me suis paumé même en Amazonie pendant plusieurs jours, perdu dans la forêt avec un Indien. Enfin, il y a eu un petit peu une épopée. Bien les perdre de temps à autre. Ouais. et donc voilà. Et donc je suis revenu ensuite en France et je me suis installé donc avec ma compagne donc dans les. Enfin, je suis revenu d'abord un petit peu à Montpellier et après je me suis installé dans les montagnes d'Ardèche avec ma compagne. On a vécu dans les bois en fait. On avait construit une yourte. Et donc en fait j'ai continué à pratiquer toutes ces techniques-là en fait pendant pas mal de temps, beaucoup. Et on va dire qu'à un moment il y a vraiment eu des vraies ouvertures, des vraies ouvertures qui sont faites. Dans le sens où j'ai commencé effectivement à développer la capacité, on va dire, à voir les autres plans, etc. Je les avais développés, je commence à sortir de mon corps. Bon, tout ça, c'était plus ou moins fait. Mais on va dire qu'il y a eu une autre initiation qui a été pour moi extrêmement, extrêmement importante, extrêmement intéressante, on va dire. Ça a été une rencontre plus profondément, on va dire, avec le divin. Alors, quand je parle du divin... Alors certains vont dire tiens il a trouvé une religion ou il a trouvé un truc. J'ai rien trouvé du tout en fait. C'est vraiment venu à moi. À force de... je n'invite jamais des gourous sur la chaîne. Enfin des gourous à titre péjoratif et sectaire, parce que gourou est un très bon mot. C'est lumière et ombre de toute façon. Donc voilà. Donc excuse-moi François, excuse-moi. Non, donc, tu as rencontré cette une divinité alors, tu as rencontré le divin. De quelle manière ça s'est passé justement? Voilà, alors ça s'est fait. Alors c'est quelque chose à laquelle, comme je voyageais beaucoup, je commençais à voir beaucoup de choses, on va dire dans les plans subtils, je commençais à ouvrir ma perception à beaucoup de choses. Je dirais en fait que mon aspiration
était encore une recherche. Il y avait une recherche spirituelle, mais dans une recherche exploratrice quelque part, hein, des phénomènes, hein, si je le dis comme ça. Mais à force de travailler, à force de faire toutes ces techniques-là, c'est comme si à force d'injecter des rythmes et de la lumière et de casser comme ça ma coquille et toutes mes coquilles, en fait de plus en plus, à un moment, suite aussi à un travail thérapeutique que j'ai enclenché, hein, aussi parce que c'était important, hein, je veux dire à un moment il faut aussi se prendre en main et comprendre qu'on ne peut pas, ça a été aussi une de mes réalisations, on ne peut pas complètement s'ouvrir et se réaliser entre parenthèses seul sans aller nettoyer, hein, quelque part, les parties que l'on ne peut pas parfois nettoyer tout seul. Hein. Et j'avais un petit peu l'aspiration de pouvoir faire les choses tout seul. Hein. Quand j'étais quelqu'un qui était beaucoup seul, j'aimais la solitude, j'aimais méditer des heures tout seul, j'aimais partir dans la forêt et tout ça. Et ben j'avais l'impression, en tout cas l'image, que je pouvais faire ça tout seul et que les choses se feraient naturellement, ou je sais pas, la grâce descendrait et prendrait en tout cas en charge, je savais pas comment. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Hein, ça avait vraiment créé des déséquilibres à un moment. Il y avait un excédent quelque part de capacité par rapport au véhicule, de l'état du véhicule que j'étais. Ce qui fait qu'en fait, mes formes pensées avaient pris une telle puissance, mes capacités, mes démons intérieurs avaient pris une telle densité. Hein, tout s'amplifiait, tout se densifiait, on va dire, dans la conscience. Je vivais des initiations comme ça en décorporation qui n'étaient pas des plus agréables pour beaucoup de raisons. Hein. Et là, j'ai vraiment mis en place, on va dire, un vrai accompagnement thérapeutique où j'ai accepté véritablement de m'ouvrir, de me livrer, ce qui était difficile pour moi à l'époque, hein, parce que j'étais quelqu'un qui n'était pas véritablement là-dessus. C'est aussi d'ailleurs une problématique de santé qui m'a amené à faire ça, hein, parce que j'ai eu un problème d'acouphène aussi, que j'arrivais pas à résoudre. Donc, tu vois, c'était plurifactoriel en fait. La vie m'a amené à un moment à aller déboucher les canaux. Et petit à petit, en fait, en m'ouvrant, on va dire, à ce monde-là, en acceptant de me livrer, en acceptant de nettoyer aussi les blessures de mon enfance, hein, et ben, petit à petit, il y a eu un nettoyage, une purification donc, qui s'est faite du corps émotionnel et de différentes octaves des corps. Et ça a permis à toutes les techniques et tous les rythmes que j'avais mis depuis des années à commencer à venir en avant. Et ça a créé, on va dire, une série d'expériences extrêmement fortes en fait, qui a duré pendant plusieurs mois, qui m'a été très difficile à intégrer parce qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était pas calme, hein, absolument pas calme, parce que je commençais à avoir des expériences et à commencer à vivre des orgasmes, à vivre des montées de Kundalini très très fortes. Tu vois, il y a eu beaucoup de choses comme ça et à commencer à connecter des plans d'une manière beaucoup plus claire et beaucoup plus cohérent que ce que je vivais en fait avant. Hein. Et donc pour revenir à ta question, qu'est-ce qui a, on va dire, généré, on va dire cette rencontre avec le divin, comment ça s'est passé? La première chose, ça a été que comme je commençais à connecter un petit peu les esprits de la nature, je commençais à parler un petit peu aux êtres que je rencontrais, parce qu'il faut dire que je méditais dans la forêt quand même enfin je travaillais dans la forêt, dans des propriétés secondaires pendant des jours, je voyais personne, des fois, même ma compagne des fois bougeait, elle partait chez elle, enfin pendant des jours où j'étais tout seul à chanter dans la forêt, à bêcher, à couper les arbres, etc. Donc comme je ressortais des fois d'heures de méditation, c'est vrai que je me retrouvais comme ça à connecter, à parler aux arbres, à sentir aussi certaines choses. Et un matin, j'étais en train de méditer et très très clairement, j'ai eu l'aspiration il y a eu comme une sorte de prière en fait qui est née un petit peu dans mon cœur, comme quelque chose qui commençait à naître, comme ça quelque chose qui aspirait. Et au début il y avait des techniques qui étaient assez structurées, voilà, des sortes de méditation où je commençais à vivre des choses mais qui étaient déclenchées au niveau physiologique un petit peu. Hein. Et là il y avait quelque chose qui était de l'ordre plus du psychique, je dis psyché, de l'âme, qui a commencé on va dire à véritablement naître et j'ai senti qu'il y a eu comme une prière, comme quelque chose qui a commencé à vouloir aspirer à quelque chose, et ça a créé comme une sorte de blancheur en fait dans tout mon être. J'ai eu comme le troisième œil, en fait véritablement une sorte de spot de lumière qui m'a complètement ébloui. Et là, j'ai commencé à voir des êtres venir. Et depuis, on va dire cette première expérience en fait de méditation, j'ai réalisé en fait de par la relation que j'avais avec ces êtres et ces présences qui venaient, mais qui m'éblouissaient littéralement. C'était pas du tout de l'ordre on va dire de la sensation un petit peu lumineuse, un peu blanchâtre, qui a l'air de changer. Non, c'était vraiment quelque chose qui m'éblouissait complètement, qui m'anesthésiait même presque totalement le visage, j'en tremblais.
et je voyais une qualité de lumière, une qualité même visuelle de la texture du pixel. Tu vois, c'était du visuel, HD, même de la haute résolution. Voilà, c'était du 5K ou du 36K même. Et voilà, avec toute on va dire la dimension lumineuse et amoureuse même qu'il y a derrière des télévisions, hein, que j'en suis venu à reprendre, à reconsidérer en fait ma vision du divin, parce qu'en même temps, hein, il y a vraiment des espaces qui se sont ouverts dans le cœur, hein, et ça a été un moment dans lequel je me suis beaucoup plus intéressé donc à toutes les techniques initiatiques, cette fois-ci beaucoup plus portées par tout ce qui est spirituel, hein, tous les mouvements, on va dire, que l'on retrouve dans les traditions, que ce soit le bouddhisme, le Vedanta, l'Advaita Vedanta, enfin voilà, beaucoup, on va dire, de traditions. Hein. J'ai épluché, épuré, on va dire, de nombreux traités et livresques et autres. Et voilà. Et donc, voilà, pour revenir un petit peu en arrière par rapport à pourquoi en fait j'en suis venu à raconter ça, parce qu'après il s'est passé bien d'autres choses, hein. Mais voilà, c'est que justement donc cette dimension, on va dire, qui s'est créée par tout ce travail, hein, intérieur et ces expériences m'ont ouvert, on va dire, des ports qui m'ont des espaces qui ont fait que très peu de temps après, j'ai rencontré des êtres, donc des grands esprits de la nature. Donc ça fait partie d'une expérience qui est venue par la suite, qui sont venus en définitive me rencontrer, me voir, hein, pour me proposer en fait quelque chose. Hein. Alors je le dis en fait d'une manière vachement synthétique, parce que tu vois, pendant que je suis en train de te dire, il y a énormément de pans, tu vois, de ma mémoire en fait qui reviennent, et où je me rends compte que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Ça a été plus parce que j'ai commencé à connecter des choses, on va dire, sur la nature, et je commençais à voir les lignes telluriques, je commençais à sentir les pulsations de la Terre sur des plans. Enfin, il y a beaucoup de phénomènes qui se passaient. Et là, je me suis intéressé, j'avais un ami en fait qui était géobiologue, et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça. En fait, je m'intéressais pas vraiment à ce qu'il faisait parce que ça me paraissait un peu plastique comme truc, hein. Mais voilà, je l'adorais. Voilà, on était vraiment en très grande affinité. J'avais beaucoup quand même parlé avec passion de toutes ces choses-là, même s'il y a certaines choses à laquelle j'adhérais pas forcément. Mais c'était toujours passionnant de sa part, en tout cas, d'entendre ce qu'il disait. Et j'ai commencé à, voilà, toujours de cette manière-là, de manière un petit peu autodidacte, à essayer de comprendre un petit peu ce qui se faisait par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que très rapidement, effectivement, quand on a les capacités qui sont développées, les choses peuvent aller très vite, en fait. Hein, tout va très très vite. Et c'était peut-être la première fois, je vais dire ça comme ça, peut-être la première fois que je développais mes capacités de manière avec une vraie utilité. Tu vois, dans le sens où au début c'était vraiment des myriades d'expériences qui étaient vraiment faites pour un développement personnel, spirituel, qui étaient liées aussi à une compréhension de l'univers, de la vie, des mécanismes aussi, des plans subtils, etc. Mais là, ça devenait pragmatique dans le sens où je commençais à percevoir les énergies des maisons, à comprendre en fait les réseaux, ce qui posait problématique, on va dire les perturbations en fait qu'on peut retrouver dans une vallée, et je les voyais, je les percevais. Et là où ça a été un petit peu plus intéressant, et c'est là qu'en est venu un petit peu le début quelque part de l'holosynergie, c'est que derrière toutes ces perturbations, derrière tous ces phénomènes vibratoires, hein, qu'on trouve que sont, on va dire, les failles, les réseaux, les vortex, les cheminées et autres problématiques, parce que ça c'est vraiment un demi% hein, de ce qu'on peut retrouver, hein, mais c'est ce qu'on connaît généralement, hein, ce qu'on cite. Et derrière tout ça, il y avait des êtres, des présences, hein, des archétypes conscients, qui étaient responsables de ça, hein, ça faisait autant partie de leur cœur, de leur corps, de leur conscience, hein, que j'en suis venu effectivement à m'intéresser véritablement à ces êtres et à ces consciences qui étaient derrière. Plutôt que de repérer le phénomène de manière un petit peu mentale, en disant tiens, là c'est une... je vois ça, il y en a qui font beaucoup ça maintenant, géobiologie, tiens, c'est une cheminée, elle est de couleur verte ou orange, elle fait 800%, etc. Ma relation n'était pas, en tout cas, du tout là-dedans, dans le sens où... en tout cas, j'avais cœur à expérimenter une relation, on va dire, avec cet être, comprendre aussi ce qu'il était venu faire, qui il était, ce qu'il aspirait, sa souffrance, surtout son rôle aussi et sa fonction. Hein. Et au début, c'était vraiment quelque chose comme ça, vraiment une vraie exploration, au début, on va dire, de ces mondes subtils. Hein. Et j'y vivais en fait beaucoup d'expériences en fait la nuit. Hein. Et un jour, et c'est là que ça s'est fait comme ça, hein, pour en revenir à ce que je te disais,
trois êtres, enfin deux êtres plus particulièrement, sont venus en fait me voir. Et avant, si tu veux, j'avais des expériences beaucoup plus en méditation. Je pouvais voir les êtres si je décidais de les voir, etc. J'avais des connexions comme ça, quotidiennes aux choses, mais c'était surtout en état d'expérience, soit la sieste, soit la nuit en décorporation, hein, ou soit, on va dire, en méditation. Parce qu'en méditation, j'avais beaucoup d'expérience. Et là, en fait, il y a une octave qui a été passée, hein, et ces êtres sont venus me voir en pleine journée, hein, et sont venus me proposer, on va dire, une collaboration, un partenariat, et m'ont expliqué qu'ils avaient des choses, en tout cas, à m'enseigner. Alors, ça peut paraître bizarre hein, quand on le dit comme ça, hein, mais voilà, effectivement, en tout cas, c'est mon expérience. Hein, après, oui, je fais que la partager. Hein. Et donc, au moment où ils sont venus, au moment où ils ont commencé... Alors, ça s'est pas fait de le jour même, ça s'est fait dans les semaines qui ont suivi. Je me suis rendu compte que, en fait, ces êtres-là, je les connaissais depuis très longtemps. Hein. Quand je dis que ce sont des esprits de la nature, ce ne sont pas tout à fait des esprits de la nature. Hein, ce sont des êtres, on va dire, des plans supérieurs, mais qui ont une relation très profonde, on va dire, avec la connaissance, on va dire, de la nature, hein, et des mécanismes. Un peu une sorte de hiérarchie, quelque part, si on le dit comme ça. Hein. Faut revenir un petit peu sur ce mot-là, parce qu'il y a vraiment un manque de discernement. On a tendance à croire qu'il y a des ordres avec des ordres, mais dans des plans amoureux, les choses ne fonctionnent absolument pas comme ça. Hein. C'est pas du tout un ordre comme on l'imagine, ou une hiérarchie comme on l'imagine. Il n'y a pas d'ordre tel qu'on l'entend. Hein. Et voilà. Et donc, donc voilà, il y a tout un pan, on va dire, véritablement de ma conscience qui m'est revenu. Et je me suis rendu compte que depuis des années, depuis très très longtemps, en fait, je rencontrais des êtres la nuit et je voyageais en fait dans de nombreux plans et même encore dans d'autres univers, hein, si je peux le dire comme ça. Et il y a énormément de choses qui sont revenues, ainsi que beaucoup de choses que j'avais fait, beaucoup j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'ai peur, tu vois, de partir dans quelque chose qui peut ouvrir trop de portes d'un seul coup, hein, par rapport à ça. Mais ici, de toute façon, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. On a un public assez ouvert. Et puis, tant pis pour les trolls, pour ceux qui ne comprennent pas. Ouais. Laisse-toi aller, François. Mais voilà, et la chose, et c'est ça aussi qui a été intéressant, c'est que la connaissance, entre parenthèses, qui m'a été partagée par ces êtres et ces présences, n'a pas été, on va dire, un partenariat de manière tiens, tu vois les petits lutins et les petits trolls, tu vas travailler avec eux, ça a été une connaissance beaucoup plus profonde, beaucoup plus vaste, hein, dans le sens où ils m'ont enseigné, de par les techniques que déjà je pratiquais, de comprendre en fait que ces êtres-là n'étaient pas ce qu'on imaginait, dans le sens où ce ne sont pas juste des petites formes indépendantes comme ça, qui sont, on va dire, acharnés à rigoler, à se foutre de nous, à prendre nos porte-clés et à se cacher derrière une amanite, derrière la forêt. Hein. Que ce sont des êtres, des consciences, hein, qui font partie des archétypes et qui sont les mécanismes qui structurent, on va dire, le moteur même de la création. Hein. Et que les êtres et les esprits de la nature ne sont pas des êtres qui sont indépendants et extérieurs à nous. Ce sont les êtres qui ont tissé notre corps, qui ont tissé notre conscience. Hein. Notre corps émotionnel, notre corps mental est un emprunt vibratoire à l'espace individuel de ces grands espaces universels dans lesquels vivent et qui sont la conscience des forces de la nature. Tu vois ? Regarde par exemple, quand tu es en train de penser ou quand je suis en train de générer une émotion, quand je m'identifie à la pensée, quand je laisse venir et je fais stagner mon émotion, quand je crée une forme pensée, qu'elle soit mentale ou émotionnelle, je suis en train d'user, et c'est des consciences des esprits de la nature qui sont en train de créer ça. C'est eux qui les maintiennent, c'est eux qui permettent que ça existe, c'est eux qui maintiennent les fréquences, c'est eux qui les gèrent, c'est eux qui empêchent que tout décode en fait, hein, énergétiquement. Mon cœur, s'il bat, c'est qu'il y a une structure, il y a un archétype qui permet ça, jusqu'à dans le plan physique, de maintenir, on va dire, ce rythme et cette pulsation. Tu vois ? Donc, si les esprits de la nature décidaient enfin, je veux dire par là qu'ils peuvent pas décider, ils peuvent pas décider d'arrêter le cœur. Tu vois, le cœur il fonctionne parce que tout ça c'est soutenu par des grands êtres et encore d'autres archétypes jusqu'à le grand archétype, on va dire, du règne humain, qui est encore soutenu par un autre archétype qui lui-même est conditionné par d'autres. Voilà, c'est en fait infini, on va dire, dans les choses. Hein. Donc en fait, ils m'ont invité à une vision beaucoup plus vaste, on va dire, du monde des esprits de la nature. Hein, dans le sens où
la rencontre avec les esprits de la nature est avant tout une rencontre avec nous-mêmes. Hein. Et une vraie relation et un partenariat avec les esprits de la nature, c'est avant tout une vraie relation avec notre propre cœur et avec une compréhension de nos mécanismes aussi intérieurs. Ce qui nécessite de ce fait, forcément, donc dans toutes ces expériences-là, d'avoir aussi un certain recul hein, par rapport à nos mécanismes et comment on fonctionne, hein, et d'arriver aussi à ne pas rentrer dans une sorte d'identification compulsive aux émotions et aux pensées pour avoir suffisamment de distance pour comprendre et voir les mécanismes fonctionner et y rentrer et y voir les consciences qui en sont responsables. Hein, et de ce fait, pouvoir même voyager avec eux et de comprendre les choses. De ce fait, ça demande aussi une certaine maîtrise, entre parenthèses, de tout ce qui est notre monde intérieur, hein, forcément. Hein, ça demande forcément une certaine... L'émotionnel qui est quand même souvent finalement mis à épreuve chaque jour qui passe avec les choses de la vie et puis que ce soit dans le bon ou dans le moins bon. Et c'est vrai que c'est ça, c'est pouvoir se recentrer, pouvoir mieux connaître qui on est pour finalement mieux connaître l'autre. Hein. C'est ce qu'on chaque fois, c'est une sorte d'introspection. Est-ce que tu penses que, alors là je fais une toute petite aparté, je te coupe un petit peu dans le récit, est-ce que tu penses qu'on devrait tous faire ça pour finalement mieux vivre ensemble, François? C'est une grande question, je sais bien, mais c'est... Mieux vivre ensemble pour mieux vivre ensemble, pour être mieux disons, au niveau sociétal, est-ce que tu penses que il serait impératif de pouvoir justement mieux se connaître soi-même, mieux connaître aussi tout ce qui nous entoure au niveau de l'invisible, entre guillemets. Est-ce que tu penses que ce serait utile à tout à chacun pour être dans une synergie justement? Bah après... c'est une grande question, je sais. Le monde de l'invisible... Ouais. C'est une grande question, c'est une grosse question que je pose là, mais voilà, qu'est-ce qui te semble? Est-ce que ce serait important d'effectivement faire cette introspection comme toi tu l'as fait? C'est magnifique, ça c'est pas donné à tout le monde ça en plus de pouvoir faire ça. Et ouais, après c'est alors se connaître soi-même, je pense que c'est un fondamental. Ouais, voilà. Hein, je pense que c'est vraiment une des premières choses en fait qu'on devrait apprendre à l'école. Ça me paraît même plus que nécessaire. Si aujourd'hui on en est on va dire à polluer, à assassiner l'être sur lequel on vit même et qui conditionne même les fondamentaux de notre existence, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Hein, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre... Je veux dire, même un enfant aujourd'hui de CP ou même plus jeune le comprend. Enfin, je veux dire, on explique à un gamin l'état de la planète aujourd'hui, il ne comprend pas. Hein, et c'est le cas, on le voit sur des petites vidéos où des gens ou des enfants, quand on leur explique les choses, ils comprennent pas pourquoi on fait ça, comment on en a pu en arriver là. Ça paraît pas du tout adulte, hein, comme vision ou comme action. Mais voilà, et justement la cause est que justement on réagit, justement, quelque part on n'agit pas, on réagit hein, par rapport à des conditionnements, à des forces, à des vibrations, à une ignorance aussi subconsciente et inconsciente aussi qui nous régit. Hein, et on ne prend absolument pas du tout de recul sur ce qui nous traverse hein, et on se laisse complètement prendre, on gît par le besoin de pouvoir, le besoin d'avoir, le besoin de posséder, le besoin de contrôler, de maîtriser, etc. etc. Et de toute façon, bon, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui prend énormément de temps. On voit bien que même la conscience qui est aujourd'hui... beaucoup de gens qui commencent à s'ouvrir à tous ces plans-là, à tous ces mondes-là. Je ne parle pas des mondes invisibles, hein. Je parle vraiment d'un b.a.-ba, hein, c'est-à-dire d'une ouverture simple hein, de conscience, le rapport à l'autre, le besoin de se connaître, le besoin d'être ce que l'on est, d'accepter d'être ce que l'on est, etc. C'est déjà quelque chose qui se fait très très doucement. Hein. On voit bien l'état aujourd'hui des choses, on voit bien... Il y a Arnaud Desjardins qui disait ça. Tu sais, j'habite en Ardèche, là, et juste en bas de chez moi, en fait, il y a l'ashram d'Arnaud Desjardins. C'est à 10 minutes, d'ailleurs. Et Arnaud, il disait, et c'est marrant, il disait, vous pensez tous que le monde évolue, etc. Bon, c'est une réalité, hein, le monde évolue. Hein, je ne dis pas qu'il n'évolue pas, au contraire, hein, il y a des vraies prises de conscience qui se font. Hein. Et il disait, vous pensez que le monde évolue et que les choses vont de mieux en mieux, etc.
Mais il disait tout le monde vit dans son microcosme, tout le monde vit avec les gens qu'il est, et comme on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on pense, on vit toujours dans un milieu. Donc dans notre groupe, on a l'impression que tout le monde est comme notre groupe, hein, tu vois. Donc si tu passes, c'est vrai, du temps sur Facebook et sur YouTube à regarder des vidéos énergétiques, etc., à faire des formations et des stages, tu as l'impression que tu es entouré de plein de gens qui sont connectés, hein, et que le monde, il est super. Mais en fait, c'est toi aussi qui t'ouvre et qui attire à toi aussi ce genre de personnes, tu vois. C'est aussi une minorité sur cette planète, hein, bien qu'elle grandisse. Et il disait, le moyen de se rendre compte, hein, comment est le monde aujourd'hui, c'est de regarder les élections présidentielles, hein, ou d'ouvrir Télé 7 jours et de regarder le nombre d'articles, hein, et de pages qui illustrent, on va dire, les plus grandes ventes et de notre société, là où on est. Et c'est vrai que là, tu fais une chute, tu tombes de haut, tu vois, parce que effectivement, si on regarde, là aujourd'hui, on est dans une période particulière, et on regarde effectivement, on allume voilà, les grandes chaînes, on regarde les médias, même si elles sont entre parenthèses, on va dire, infusées par certaines consciences, hein, d'informations, et ben malgré tout, bon, ça nous donne un état, on va dire, de là où on en est aujourd'hui. Et que véritablement, peut-être, en tout cas peut-être, le jour où il y aura un véritable passage, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui grandissent de plus en plus et qui tentent de faire passer cette octave, et ben on le verra véritablement dans quelque chose où les grands médias, les grandes personnes, les politiques eux-mêmes seront, on va dire, inspirés, on va dire, dans leurs paroles, dans leurs choix, dans leurs actions, dans leurs propositions, par quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc pour répondre à ta question, oui, il est essentiel d'apprendre à se connaître, il est essentiel, et c'est vrai que dès petit, on devrait nous apprendre à reconnaître certaines choses, à ne pas réagir de cette manière-là aussi fortement aux émotions, apprendre à rentrer dedans aussi, apprendre à les vivre, apprendre à les comprendre, à les accepter, ensuite à les voir, ensuite à savoir s'en détacher aussi, hein. Ouais, je pense que c'est de toute façon essentiel. C'est essentiel, hein. Après, pour ce qui est des mondes invisibles, c'est autre chose, parce que tout le monde n'a pas l'aspiration de rentrer et d'ouvrir les portes, hein, de toutes ces sphères-là. Après, voilà, tout le monde n'a pas envie de devenir plombier, ou ébéniste, ou électricien, ou scientifique, ou homme politique. Enfin, je veux dire, après, c'est des aspirations de chacun d'aller explorer les mondes, et par rapport à aussi son chemin d'âme, en tout cas, l'aspiration de son âme, hein. C'est pour ça qu'on est tous différents, et c'est pour ça que c'est bien, heureusement, parce que si on était tous dans l'invisible à voyager la nuit, mais il y aurait des autoroutes, il y aurait des bouchons, ce serait embêtant. Hein, je blague, mais... Et voilà. Mais bon. Alors pour en revenir à disons, ton travail, en tout cas actuel, c'est que donc tu offres, donc tu fais des formations, hein, c'est ça, hein, donc ça c'est, tu fais des formations, des stages, tu fais d'ailleurs pas mal de vidéos d'ailleurs sur ta chaîne, on la mettra en lien. J'avais d'ailleurs aimé, j'adorais d'ailleurs une de tes vidéos, enfin j'ai aimé beaucoup de vidéos à toi, mais principalement celle où tu dis justement, avec donc cette histoire de la petite fille, bon ça on va pas en revenir, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir cette vidéo vraiment, dont je n'ai plus le titre là. L'histoire de la petite fille, je crois que c'est êtes-vous sûr d'être cartésien? C'était comme ça, je parlais du cartésianisme. Voilà, j'ai le titre exact, et voilà, j'invite vraiment les personnes à aller voir cette petite vidéo où tu la tournes justement dans un bois. Alors, la forêt, le bois, tout ça, c'est un thème qui me tient fort à cœur. C'est aussi un petit peu le thème de, quelque part, le thème en filigrane, on va dire, des Sentiers du Réel. Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport au bois? Quelle est l'énergie? Alors, tu vas me dire, on sort un petit peu du sentier, mais c'est pas grave, peu importe. Quel est ton rapport avec les arbres, justement, François, toi, quand tu vas dans une forêt? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi est-ce que tu aimes bien cet endroit? Beaucoup. Alors ça, c'est une bonne question. Après, voilà. De toute façon, moi, je suis, on va dire, très réceptif à la nature en général, hein, où que je sois. Donc, en fait, c'est pas forcément un bois ou la campagne ou les montagnes de Mongolie ou les espaces du sud de l'Inde. Voilà, à partir du moment où il y a de la nature, on va dire, voilà, il y a quelque chose dans lequel j'aime être. Après, quand on commence à ouvrir de plus en plus sa conscience, on devient comme ça de plus en plus réceptif. On peut ressentir l'énergie d'un département, d'une vallée,
d'énergie d'un bois. Et on n'est plus dans un bois, une sorte de bois un petit peu impersonnel. On rentre dans un espace vivant, quoi, un cœur de multiples présences. Mais c'est comme dans une ville. Regarde, quand tu rentres, c'est comme si je te posais la question et je te disais, quand tu rentres dans Toulouse, ou non, tu vas dire, quand tu rentres dans une ville, comment tu te sens? Parce que tu aimes bien la ville, tu aimes bien rentrer dans une ville, comment tu te sens par rapport à la ville? Tu vas me dire c'est compliqué parce que entre Bogota, Lima, Paris ou Toulouse ou Bombay, etc., on n'est pas du tout dans le même rapport à la ville. Hein. Les sons sont pas les mêmes, les odeurs sont pas les mêmes. Et il y a des fois des bruits agressants, des fois ça peut être le calme, des fois on se sent agressé ou même pas du tout en sécurité, voire stressé. Et ça dépend où on est aussi dans la ville. Hein. Si on est dans un quartier qui est plus ou moins riche ou un quartier de cité un peu craignos, voilà, ça va varier un petit peu. Tu vois? Et ben c'est un petit peu pareil. Quand on commence à ouvrir sa conscience, on va dire vraiment de plus en plus, le rapport qu'on a avec la nature, le rapport qu'on a avec les lieux quand on se balade dans la nature, offre une qualité vibratoire qui n'est pas du tout la même et dans laquelle la relation et les états de conscience et les phénomènes qui nous traversent ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a des endroits dans lesquels je suis pas spécialement bien, il y a des forêts dans lesquelles je me sens pas vraiment bien, je sens beaucoup de souffrance, d'autres endroits où je sens qu'ils sont des points telluriques, on va dire plus ou moins positifs, intéressants, mais qui ne sont pas de la vibration à laquelle je suis en affinité. D'autres que j'adore, des endroits et des vallées dans lesquels vraiment j'y resterai, je pourrais rester des heures, des jours comme ça, je me sens complètement nourri. Hein. Donc tu vois, je synthétise, hein, mais voilà, les choses sont pas toujours aussi simple que ça, dans le sens où je suis dans une forêt, je suis bien, et puis je sors de la forêt, je suis moins bien. Voilà, c'est vraiment plus profond que ça. Et après, une chose que je voulais dire, parce que je m'étais juste arrêté là, tu sais, par rapport à ce que je disais, c'était que après, on va dire que mon ami, donc là c'est juste pour revenir, tu sais, à la fin de l'histoire, hein, tu vois, comme ça va peut-être permettre de pouvoir répondre aux autres questions, tu sais, qui pourraient être posées. C'est que à la fin de l'histoire, où effectivement j'ai commencé à comprendre un petit peu les techniques géobiologiques et commencer à avoir cette collaboration qui se faisait avec ces êtres-là, en fait, ils m'ont emmené travailler en fait sur des lieux. Donc j'ai travaillé sur des lieux, sur des forêts, sur des vallées, dans des montagnes. Ils m'ont appris à harmoniser des lieux, à savoir reconnaître aussi les perturbations et à comprendre comment, on va dire, neutraliser les perturbations, ce qui était plus ou moins à faire ou pas à faire. Et en même temps que j'ai eu cette petite histoire, et ça elle est dans une vidéo là aussi que j'avais mise, je le raconte, donc je vais faire de manière très synthétique. Hein. J'avais été donc chez un client donc chez qui a une maison dans laquelle je faisais le jardinage, et il y avait un géobiologue qui avait posé une pierre dessus. Hein. Non, on ne va pas revenir sur toutes les techniques d'harmonisation géobiologique avec tout ce qu'on peut utiliser. Hein. Donc là, la technique qui avait été utilisée, c'était la mise en place d'une pierre, d'un petit menhir, on va dire, sur un croisement de sources, hein, en amont, on va dire, d'une maison en vue d'harmoniser le lieu. Hein. Donc il faut savoir que quand une personne fait ça, elle utilise, forcément, et met une information dans les plans universels, on va dire vital et mental, voire spirituel. Mais quand la personne va informer la pierre, elle va infuser, cristalliser quelque part, densifier sur un point d'acupuncture quelque part, une partie de sa propre conscience, hein, humaine quelque part. Hein. Et je me retrouvais donc près de cette pierre, donc chez le client, et puis donc même le client m'expliquait, voilà, depuis qu'on a mis la pierre, c'est comme ci, c'est comme ça, on se sent bien, c'est bien et tout ça. Et quand il n'était pas là, je me mets à regarder la pierre et doucement, je sens ma conscience qui commence à descendre profondément. Et là, je vois la rivière dans le sous-sol et je vois un être, une conscience qui vient me voir, hein, plus particulièrement une conscience féminine. Hein, on pourrait l'appeler une ondine, hein, vu qu'on aime bien donner des mots hein, pour pouvoir classifier, on va dire, toutes ces consciences-là. Et cet être-là donc me dit d'une manière triste, parce qu'elle était triste, elle me dit, tu vois, là, en fait, la conscience qui a été mise dans la source est comme un viol de mon espace, hein, comme une violation en fait de mon espace. Elle m'explique qu'elle se sentait en fait violée énergétiquement par la conscience et la descente, le point d'acupuncture qui avait été mise. Et elle me dit, tu vois, si il m'avait demandé, on nous avait demandé simplement
de mettre cette information qu'il voulait ou qui était bon pour la personne, on aurait pu en fait nous-mêmes le mettre. Hein. Et tout là résume quelque part le début et les fondations un petit peu de l'holosynergie. Dans le sens où, bien que ça aille bien plus loin, hein, mais ça résume dans le sens où ce n'est plus une sorte de colonisation vibratoire, mentale, émotionnelle et spirituelle de la nature, hein, dans lequel on va arriver avec notre propre perception des perturbations, mais on va être dans un partenariat, une collaboration, dans le sens où nous allons ouvrir, on va dire, tous ces plans, tout ce monde, on va dire dans notre conscience, dans la maison, et nous allons collaborer avec ces êtres et mettre en place, on va dire, neutraliser les perturbations de par les êtres déjà qui en sont responsables et ceux qui sont capables de le faire, que ce soit les éléments terre, eau, air, feu ou les grands archétypes des autres plans. Et on va rentrer en relation et c'est eux qui vont neutraliser, c'est eux s'il y a une difficulté de bouger les réseaux qui vont le faire. Au niveau des sources, c'est eux qui vont pouvoir le faire et qui vont en même temps délimiter littéralement les espaces de manière claire. Parce qu'il faut savoir qu'en géobiologie, aujourd'hui, délimiter un lieu, une fois qu'on a commencé à mettre toute une information dans une maison, soit on clôture toute la maison d'énormément de choses, hein, un petit peu partout, mais il est difficile pour une personne qui va harmoniser, par exemple, un appartement dans un immeuble. J'ai vu des fois sur Internet des personnes qui ont littéralement même posé une pierre devant l'immeuble. Ce qui veut dire qu'en fait, ils colonisent vibratoirement, où ils font profiter de leur travail des dizaines et des dizaines d'appartements de personnes qui n'ont absolument rien demandé. Tu vois, on est tous aussi libres d'un choix et la formation pour une autre n'est pas forcément la même pour l'autre. Hein. Pareil pour un lotissement, à partir du moment où on commence à mettre des pierres autour d'une maison, l'information qui est dans les sources, elle va aussi coloniser les autres maisons. Hein. Après, chacun a des techniques différentes. Donc la chose, c'est que ça permet aussi de pouvoir cloisonner, de pouvoir mettre la vibration qu'on a envie de mettre, et aussi une qualité de vibration que notre propre conscience humaine n'est pas capable de mettre dans ces octaves vibratoires, qui sont la conscience des esprits de la nature si on leur demande. Tu vois, hein. Et donc, de ce fait aussi, ça amène aussi un véritable respect. Hein. À partir du moment où ces êtres ont mis une information, une vibration, ils en sont garants aussi de cet espace. Hein. Ce qui génère aussi une qualité vibratoire, ouais, j'ai pas les mots, mais on est dans quelque chose qui a une efficacité, une profondeur qui est vraiment extraordinaire, hein, et qui a absolument plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui un petit peu de la géobiologie. Hein. Alors c'est ça aussi, donc, là tu as très 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 bien dit, améliorer son habitat c'est très bien, mais en fait il faudrait pouvoir un petit peu dans cet esprit communautaire dont on n'est vraiment pas encore proche parce que voilà, avec les villes, avec la société dans laquelle on est pour l'instant, dans le système dans lequel on est, et puis on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Ce qui est très important, ce qui serait vraiment idéal, mais là vraiment encore c'est un idéal, hein, c'est de pouvoir dire voilà, à son voisin, écoute, voilà, moi j'ai des problèmes là dans tel moment de ma vie, pour l'instant j'ai besoin de placer tel ou tel correctif, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que toi aussi je ne veux pas que tu pâtisses des effets secondaires finalement de ma thérapie. Donc enfin, voilà, il faudrait pouvoir se mettre tous d'accord. Ça, je te dis, c'est encore une fois un idéal, mais ça ce serait vraiment, je crois, vraiment l'idéal pour le coup, de rentrer dans une société finalement où voilà, on vivrait pas finalement de manière individuelle, égocentrique parfois, mais de manière plutôt holistique, c'est le cas de le dire, de manière à ce que tout le quartier aille mieux en fait. Alors c'est très compliqué, hein, je sais, encore une fois, dans le système dans lequel on est pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour. Je crois qu'il y a, à mon avis, certains peuples peut-être, disons, retirés, soi-disant sous-développés. Hein. Ils sont plus développés que nous, je pense, pour certains, dans certaines matières. Et voilà, ce serait vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Voilà, je crois que c'est vraiment pas encore, c'est pas encore le cas pour demain, mais qui sait, hein, si on progresse, si on va faire cette. Ouais, mais on progresse. Oui, on progresse, c'est clair, bien sûr. Malgré tout. Ouais. Oui. Simplement, lentement, lentement, parce que c'est pas un travail qui est individuel, c'est un travail qui est collectif. Exact, c'est ça, voilà. Hein,
Et il y a toujours des pointes individuelles comme ça qui ouvrent des portes et qui poussent le monde à être meilleur. On en a des grands exemples, même dans les grands hommes de ce monde. Mais il faut que derrière, il y ait la masse. Et comme on sait, la qualité vibratoire, la conscience de l'humanité est toujours plus ou moins au plus petit dénominateur commun. Ça, c'est comme dans un groupe. Quand il y a une personne, etc., il peut y avoir 6 personnes ou dans un groupe de 10 qui sont à fond, ou on va dire 8 personnes, et il suffit qu'il n'y en ait que 2 qui comprennent pas le cours et qui comprennent pas du tout et qui aient du mal à suivre, et ben ça fait redescendre, entre parenthèses, la capacité du groupe à avancer par rapport au plus petit dénominateur commun. Et donc là, on a un gros dénominateur commun pour l'ensemble des choses à faire grandir. Mais c'est bien, c'est aussi le choix de la vie, ça fait partie de la création, on a chacun notre rôle. Et si on est là, c'est pas par hasard, il ne faut pas se croire plus avancé, on l'est peut-être sur certains points de vue, et on ne l'est pas sur d'autres. Chacun, comme c'est le cas pour après d'autres personnes, et on se complémente comme ça. Après, c'est une chose. Mais tu vois, par rapport aux esprits de la nature, l'importance, on va dire, des choses, c'est que, enfin l'importance des choses, la différence, c'est que ce n'est pas non plus une simple collaboration dans le sens où on leur dit quoi faire, parce que dans la compréhension, on va dire, de la mécanique des plans subtils, les esprits de la nature ne connectent que le plan dans lequel ils sont. C'est-à-dire que, si on est dans un certain plan, on va dire... regarde, je vais donner cet exemple-là. Il n'est pas bon, mais je vais le donner quand même pour en faire une petite analogie. Mais c'est pas tout à fait ça. Mais on est en relation nous-mêmes avec notre plan, on va dire notre plan social. Tu vois, si là je voulais, par exemple, imaginons appeler, je sais pas, le président ou le ministre et l'appeler, je ne peux pas y avoir accès. Tu vois, même si je veux appeler un député, je ne peux pas l'avoir. Si je veux appeler même le PDG d'une énorme grosse boîte ou d'une multinationale, j'arriverai même pas à lui téléphoner. Il n'aurait même pas mon mail. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, je peux aller parler à mon voisin et à des gens qui me ressemblent, etc. Mais plus je vais monter dans des classes sociales, plus ça va être difficile de pouvoir avoir un rapport ou un partenariat ou même une collaboration, ou même de me faire entendre. Donc, et pareil, vice-versa, d'un certain point de vue, il n'y a pas de raison que si le mec de la multinationale m'appelle et me demande quelque chose, que je l'écoute non plus. Enfin, je veux dire, j'ai aussi... mais voilà, le partenariat n'est pas fait. D'un certain point de vue, quand on va harmoniser comme ça et on rentre en relation donc sur un lieu, parce qu'il faut voir, là on parle d'un aspect énergétique, mais il y a aussi l'aspect physique, on n'a pas parlé aussi, qui est vraiment le feng shui, etc. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois, parce que je vois qu'il y a beaucoup de temps qui passe, mais c'est un aspect qui est relativement complet, vraiment complet, c'est quelque chose qui est très important, et qui est en relation aussi avec les forces de la nature et les grands archétypes de notre conscience. Il ne faut pas croire que ce soit quelque chose qui soit pas lié dans le sens où on a le plan physique, après... Non, tout est complètement cohérent et complètement lié. J'essaie de partager ça beaucoup sur les vidéos, donc je n'ai pas encore fait de vidéo complètement là-dessus, mais c'est quelque chose qui serait important de comprendre que c'est vraiment intrinsèquement lié. Et qu'est-ce que je voulais dire avec... Donc par rapport au plan, par rapport au contact, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est... on n'appelle pas comme ça finalement le divin voilà, tout à fait, un simple coup de tête finalement. Ouais, voilà, merci Alexis. Et de ce fait, voilà, c'est le fait qu'il va falloir... savoir, c'est-à-dire que les esprits de la nature, par exemple, du plan vital, des octaves du plan émotionnel. Quand je dis vital, c'est le plan émotionnel, le corps vital, corps astral. D'une certaine octave, ces êtres-là d'une certaine octave vont être en relation avec notre propre corps d'une certaine octave. Donc si on demande à un être du plan astral qu'est-ce qui est bon pour nous, il va pouvoir, lui qui perçoit notre corps astral, mais qui ne perçoit pas non plus la totalité de notre corps mental et de notre corps spirituel, va pouvoir savoir ce qui peut être bon pour notre corps vital, sur l'octave sur lequel il est. Mais il ne sait pas forcément ce qui est bon sur d'autres plans. Et tous les autres plans sont liés. Donc en fait, le travail de l'holosynergie, ça ne va pas être simplement d'aller demander aux esprits de la nature ce qui est bon ou de rentrer dans un partenariat. Ça va être un partenariat avec beaucoup de plans de conscience. Pratiquement tous les plans de conscience, en tout cas, que la conscience est capable de pouvoir intégrer. Donc nous, on va monter en relation sur des plans beaucoup plus hauts en vibration dans lesquels on va ouvrir notre canal et c'est eux qui vont donner les informations sur chaque octave aux esprits de la nature de manière à mettre les informations et à stabiliser, après neutralisation des perturbations, les informations qui sont porteuses pour la personne. Et le lieu peut devenir vraiment vivant, thérapeutique et même évolutif. Et on peut même scinder de manière hologrammique les charges dans un immeuble au 32e ou au 40e étage d'un immeuble sans impacter les autres personnes. Et ce qui est extraordinaire,
et je dis extraordinaire pour beaucoup de personnes qui font de la géobiologie aujourd'hui, c'est que ce système, ce travail, cette collaboration nous rend totalement autonomes. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas ensuite être dépendant, entre parenthèses, d'un géobiologue ou d'une personne qui nous vendrait, entre parenthèses, les choses qu'il a informées, les choses qu'il a fait. On ne va pas être dépendant d'une technique d'une autre personne, d'une approche qui nous vend je ne sais pas quoi à mettre dans notre maison qui coûte une fortune. Hein. C'est simplement le fait d'être en relation, d'ouvrir, d'être avec nous-mêmes, notre propre cœur et de rentrer en contact avec ce rayonnement vivant, hein, conscient, et de le syntoniser quelque part avec notre propre lieu et notre espace de vie. Hein. Donc la formation, en tout cas dans Holosynergie, j'apprends vraiment les personnes à avoir ce discernement et à apprendre à être autonome et justement passer ce cap de cette nouvelle géobiologie quelque part, je dis du futur, qui ne peut plus avoir le nom de géobiologie quelque part parce qu'on passe vraiment à autre chose. Quand on passe une telle octave, un tel saut quantique quelque part par rapport à une méthode, on ne peut plus lui garder le nom et rajouter, je sais pas moi, géobiologie spirituelle ou quantique, c'est pas possible, on passe vraiment à autre chose. Et là, c'est pour ça que holo donc, signifie l'unité. Holo, c'est l'unité, c'est le un. Et synergie, la synergie, c'est la collaboration, le partenariat, la mise en combinaison de plusieurs facteurs qui donne une force nouvelle, une force qui est complètement... qui n'aurait pas existé, qui n'existe dans aucune des forces qui a été mise. C'est un petit peu comme si on faisait un débat à trois ou même tous les deux. Et notre synergie va amener une réflexion, une compréhension, des conclusions qui n'existaient pas en moi et qui n'auraient pas pu germer en moi tout seul. Tu vois ? Donc c'est ça, donc la synergie, c'est la synergie effectivement des esprits de la nature, des consciences, des êtres des lumières, des plans universels de conscience, de la manifestation physique, de l'aspiration, de la conscience des personnes qui vivent dans le lieu. Et tout ça mis, on va dire, vers l'aspiration l'aspiration de leur âme et la guidance aussi des plans divins amène à l'holosynergie. C'est un petit peu ça. Donc c'est quelque chose qui est nouveau. Tu vois que c'est beaucoup plus une approche qu'une simple méthode. Et ça demande en fait... ça demande à chacun véritablement d'avoir cette ouverture de cœur, en tout cas cette ouverture d'aspirer à l'avoir et d'être prêt à rentrer en relation aussi avec soi-même et d'avoir une approche qui enlève tout pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment, l'holosynergie, c'est quelque chose dans lequel nous n'avons plus aucun pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide quand je fais une maison de ce que je vais mettre en place. C'est pas moi qui décide de mettre cette qualité-là, cette énergie-là. Tout est mis en place sur d'autres plans. C'est toute une orchestration, parce que je suis un peu un chef d'orchestre, de nombreux plans qui se mettent en place et de ce qui se met. Il n'y a plus de notion de tiens, moi je vais mettre ça là, tiens, je vais devoir trouver telle source. Si je la trouve pas, je vais pas réussir. Il n'y a pas de raison que je réussisse pas, puisque c'est pas moi qui le fais. Tu vois ? Moi, l'importance de mon travail, c'est d'être le plus sain possible, le plus ouvert, de continuer à aspirer, d'ouvrir mon canal le plus possible, d'être dans une relation avec la personne, d'être vigilant, parce que bon, j'ai quand même un travail à faire, quelque part, mais qui est un travail qui n'est pas du travail de l'ordre de la maîtrise, du contrôle ou du faire, on va dire, dans la conscience de la personne. Ça, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ça. Ouais, donc effectivement, les personnes doivent aussi, disons, en venant te voir, en écoutant tes cours, et puis en voulant suivre une formation avec toi, c'est vraiment avoir cette ouverture. Je suppose que c'est ce que tu dis d'emblée, finalement. Parce que c'est un petit peu comme aller chez le médecin. C'est un exemple assez banal, mais voilà. Quand on va chez le médecin, c'est parce qu'on a envie de guérir. C'est pas parce qu'on a envie d'aller le voir pour lui parler, quoique il y a des personnes qui le font aussi parce qu'elles s'ennuient. Mais voilà, c'est un peu dommage vu le prix qu'un médecin demande pour une consultation à un quart d'heure où il ne vous écoute quand même jamais en général. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas François. C'est un peu dommage de... Voilà, moi je pense qu'il y a la démarche de vouloir déjà passer un cap. Et effectivement, en passant ce cap, c'est d'accepter la guérison quelque part. Un grand mot, la guérison, mais tu comprends. Donc l'élévation finalement de nos fréquences, de notre mieux-être, mieux vivre. Voilà, c'est un grand mot aussi, mais voilà, on se comprend. Donc c'est vraiment toute une synergie, toute une compréhension. Et je pense que comme tu dis, il faut peut-être parfois quelques années d'introspection pour y arriver. Et puis voilà, au rythme de chacun, puisque de toute façon, on est tous un petit peu différents à ce niveau-là. Et c'est très bien aussi.
Et voilà, de toute façon, tout vient à point. À qui c'est ta tante, n'est-ce pas? Oui, Alors François, écoute, je pense que on arrive tout doucement à la fin de cette super interview. Écoute, je crois qu'on pourrait encore partir des heures. On entend, on sent que tu es quelqu'un de passionné, mais surtout aussi qui a beaucoup d'amour à donner aussi dans ce que tu fais. Moi, c'est pour ça que j'avais été fort attiré par tes vidéos. Vraiment, merci. Écoute, c'est vraiment sincère. Et puis voilà, donc c'est vrai que j'invite les auditeurs vraiment à aller voir sa chaîne à François pour mieux se faire une idée encore en complément de l'interview, ou vice-versa pour les personnes qui, parmi les personnes qui te connaissent déjà, peut-être que l'interview voilà, fera connaître un autre François, enfin j'espère pas trop, mais, mais voilà, on se comprend, mais non, de toute façon on est là pour partager, et puis voilà, je crois qu'il faut encore en profiter de cette synergie, de ce partage qu'on peut faire sur Internet. Et voilà, et merci beaucoup en tout cas pour tout ce travail que tu effectues. Avec plaisir. Qui est un travail de tous les jours. Et finalement, ton parcours me fait un petit peu penser au héros de La Prophétie des Andes. Je suppose que tu as lu le livre ou vu le film. Mais voilà, non, j'ai lu une partie du livre, je crois, quand il y a des années, mais j'ai jamais lu jusqu'au bout et je n'ai jamais vu le film non plus. D'accord. Le film, en tout cas, bon, si tu n'as pas vraiment le temps de lire, bon, c'est vrai que le film, c'est plus passif, mais voilà, je connais les grandes lignes. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, le bonhomme, il part dans tous les sens, il rencontre des personnes, des maîtres, on peut dire ça comme ça, bien qu'on est le maître de nous-mêmes aussi. Hein. Ça, c'est le plus important. Alors, comment est-ce qu'on peut te contacter, François? Comment est-ce qu'on peut prendre, je sais pas, rendez-vous, ou en tout cas un contact? Dis-moi tout. En fait, en allant sur mon site internet, hein, tout simplement, qui est holosynergie.com, holosynergie.fr. Et puis, bon, il y a la chaîne YouTube, dans laquelle il y a de plus en plus de vidéos. Hein. Il y a une vidéo donc, tous les 15 jours, qui sont des extraits en fait, de formation. Hein. Parce que, en fait, j'ai fait deux types de formations différentes. Il y a des formations qui vont être des formations qui vont être de l'holosynergie, donc une formation certifiante pour apprendre comme ça au niveau même professionnel à harmoniser les lieux. Et il y a une formation qui va être une formation qui s'appelle les clés initiatiques, porte de la conscience intégrale, qui est là beaucoup plus tous les exercices que j'ai appris, que j'ai travaillé en fait pendant des années, ceux par lesquels j'ai été aussi enseigné en Inde, parce que j'ai beaucoup voyagé en Inde, rencontré beaucoup de maîtres aussi en Inde, et qui sont beaucoup plus une connaissance, on va dire, de toutes les méditations du monde traditionnel et religieuse, épurer justement des différents dogmes, dans le sens où de comprendre quand on médite vers quoi on va, qu'est-ce que ça développe véritablement, et de comprendre les liens justement avec l'occultisme, le chamanisme, enfin voilà, toutes les méthodes et les techniques qui ont été utilisées pour apprendre à être autonome, toujours c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, l'autonomie, avoir du discernement aussi sur toutes les techniques, et de sortir justement de la confusion de toutes ces techniques complètement différentes et parfois contradictoires, pour avoir un point de vue qui fait que, écoute, quand on est chrétien, on peut ensuite apprendre à être encore plus chrétien, quand on est bouddhiste, on peut mieux comprendre le bouddhisme et être encore plus bouddhiste, etc., pour avoir un discernement et puis pouvoir vivre pleinement, en tout cas, le chemin du cœur et le chemin de notre cœur avec une dimension qui peut être complètement différente. Donc c'est un petit peu ça. Namasté, donc, voilà. François, namasté. Si je peux me permettre. Voilà, parce que vraiment, écoute, ça résonne fort en moi. J'espère que ça résonnera, en tout cas, aux auditeurs de la chaîne des Sentiers du Réel, que j'invite de toute façon à aller s'abonner. Pourquoi pas, à la chaîne de François. Vraiment, c'est très, très intéressant. Et grand merci d'avoir passé du temps avec moi. Avec plaisir. Plutôt. Merci à toi, Alexis, aussi. Et voilà, ce fut un honneur. C'était ta première interview, on le rappelle. Et on sent que tu es vraiment à l'aise. Donc je te souhaite vraiment une très 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 bonne continuation pour 2017 et toutes les autres années qui suivent. Merci. Et voilà, en tout cas, je te dis à bientôt. Et puis pourquoi pas, tu es le bienvenu. Pourquoi pas, pour parler d'un autre sujet, d'un thème qui te tient à cœur. En tout cas, François. Merci beaucoup. Alexis. Et moi je dis à tout bientôt aux éditeurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur Facebook et Twitter, je suis un petit peu partout en ce moment, voilà. À tout bientôt, au revoir, ciao ciao.